Si tu veux progresser en downwind foil, que ce soit en wing foil, en subfoil ou même en par-wing foil, ne bouge pas, aujourd'hui je te partage mes secrets pour voler mieux et plus loin en downwind. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi pour ce nouveau tuto Water Sport Zone pour perfectionner votre capacité à voler efficacement sur votre foil sans utiliser la voile. C'est donc un gros sujet pour le subfoil, mais aussi en wing foil free fly ou en para-wing. Je vais vous partager tout ce que j'ai appris en termes de matos, de technique, de trajectoire, mais aussi de pumping dans les différents chapitres de la vidéo. Ce tuto vient compléter les dizaines d'autres vidéos de conseils que je vous invite à consulter sur la chaîne, dans les playlists notamment. Avant de rentrer dans les détails, je voulais faire un peu de pub pour mes copains de Wing Trip Adéquat. Ce site internet spécialiste des voyages et stages de wing foil vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et en France. J'apprécie le concept depuis le début. D'ailleurs, Gilles et Antoine sont les fondateurs, sont des amis de longue date et je vous glisse donc le lien de ce super site ici et puis aussi en description pour vous permettre de le découvrir. Et puis si ça peut vous aider à passer de bonnes vacances, j'en serai encore plus content. Le sujet du jour, c'est donc d'optimiser le vol sur le foil sans propulsion extérieure, ou autrement dit, voler mieux et plus loin en downwind. Bien sûr, pour cela, il va y avoir au moins deux sujets, le matos et la technique, les deux étant intimement liés. A noter que cette vidéo est rendue possible par le soutien de North Foils, et que sur les images, j'utilise donc en majorité la planche Horizon 7.5 par 18 de 105 litres, et les foils DW 750, 900 et 1100 sur le mât HM de 80 cm. Alors c'est un ensemble homogène, performant et moderne que j'ai bien apprécié. J'étais très heureux de l'utiliser sur ces images. Alors commençons par le matos bien sûr, avant d'aborder la technique. Donc la planche, elle joue beaucoup plus qu'on ne croit dans la capacité à voler loin. En subfoil, les planches longues et étroites, ça influe beaucoup sur notamment le décollage, mais aussi surtout sur la conservation du vol dans les touchettes, où ça freine moins et donc ça pardonne les erreurs. Aujourd'hui, il est courant de voir des planches autour de 8 pieds avec des largeurs autour de 18. Il faut chercher la planche presque la plus étroite possible sur laquelle on est capable de ramer, même en mer agitée. Après, selon les gabarits, les conditions, on n'a pas forcément besoin d'aller à 8 pieds, ça dépend aussi de l'objectif qu'on a. Mais aujourd'hui, je pense que 7.5 c'est quasiment un minimum si on veut avoir un bon décollage, une bonne tolérance aux touchettes. Sur les planches de downwind, la forme de l'arrière de la planche sera aussi important et plus elle sera longue, genre par exemple 8 pieds justement, plus ce sera important que l'arrière remonte pour que ça ne freine pas continuellement dans les bumps ou en tout cas que ce soit bien étroit comme sur la Horizon de chez North. La longueur et la largeur c'est aussi valable en wing foil mais clairement dans une moindre mesure, même si ça joue quand même notamment dans les touchettes. Pour autant, il ne faut pas que la planche soit trop encombrante non plus parce que finalement après la longueur c'est du poids et de l'encombrement au pumping. Il faut toujours trouver le bon placement du curseur. Alors le foil maintenant, évidemment, il est aussi crucial. Selon les conditions, le niveau, etc., les recommandations peuvent potentiellement être opposées. Mais disons que dans la plupart des cas, pour voler plus loin et plus efficacement, un foil d'aspiration élevé, c'est-à-dire désormais plus de 10 aspirations, voire 12-13, voire même plus pour les experts et les conditions rapides. Au niveau surface, il faut comprendre que pour aller vite, il faut descendre en surface, mais que souvent ça demande aussi de beaucoup pomper. Donc pour voler plus loin, mon conseil c'est pas forcément de trop descendre en surface et d'ailleurs pas forcément de monter sur des aspirations non plus extrêmement élevées. Quand je pars sur une très longue distance, dans des conditions modérées, je descends pas en dessous de 900 et parce que je veux pas me retrouver dans une section avec moins d'énergie à devoir pomper comme un fou et où finalement je pourrais m'épuiser pour garder le vol pendant ne serait-ce que 1 ou 2 km. Et ce qui me ferait perdre en fait peut-être 50 km de potentiel plus loin parce que je me serais épuisé sur une petite distance juste pour rester en vol. Et donc oui, parce qu'en fait les allongements super élevés, eux, ils demandent une vitesse de base plus importante pour porter. Et parfois, les conditions elles s'y prêtent, c'est génial. Et parfois, c'est pas le cas quand les bumps sont plus lents. Et à ce moment-là, il faut avoir de la surface. Et ça, je t'invite à regarder la vidéo sur laquelle j'explique un peu mieux ça ici. Donc si ça avance vraiment pas, il vaut mieux avoir un foil porteur à basse vitesse et ça vient bien sûr de la surface mais aussi beaucoup de la corde et du cambre dans le profil. Donc le foil doit donc correspondre aux conditions que vous rencontrez. Plus vous aurez des conditions rapides, donc des bumps pentus
qui se déplace vite, plus vous pourrez monter en aspiration et descendre en surface sans risquer de vous épuiser au pumping. Et à l'inverse, moins vous aurez des conditions rapides, donc ça veut dire des bumps lents, plus il faudra rester prudent en surface et en aspiration, mais sans pour autant descendre en dessous de 9,5-10 pour conserver un minimum d'efficacité et de glisse qui vous aideront aussi finalement à voler mieux et plus loin. Au niveau du mât, j'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet, donc je vous mets le lien aussi ici et également en description. Juste pour résumer, il faut privilégier un mât fin pour la glisse, le plus rigide pour le contrôle, qui est aussi crucial. Si vous avez votre planche qui va à droite et votre foil qui va à gauche, vous allez finir dans l'eau et donc forcément le voler mieux et plus loin, ça ne va pas marcher. En termes de longueur de mât, ça se joue entre 75 cm pour les petites conditions afin de minimiser la traînée et 80 cm pour les conditions plus agitées et rapides où on veut se donner de la tolérance en hauteur de vol pour éviter les sorties d'eau et donc les chutes. Un petit mot aussi sur la pagaie parce que ça compte aussi et parce qu'il est important d'avoir une bonne pagaie, légère d'abord parce qu'on la porte et nerveuse et efficace à la rame, même en l'air. Les dernières pagaies de Subfoil, elles ont été développées spécialement pour être plus efficaces, notamment au décollage et en vol. Donc malgré la hauteur, quand on est sur le foil, de pouvoir ramer le plus efficacement possible, c'est-à-dire en mettant moins la pale dans l'eau parce qu'on est plus haut. Abordons désormais le chapitre technique qui comprend des bases communes, les trajectoires et le pumping. Restez bien jusqu'au bout parce que chaque partie comporte des éléments super importants. Donc je le disais, il y a d'abord les bases qui sont vraies quelle que soit la situation, les bumps et l'environnement. Donc première chose par exemple, ça va être de voler haut sur le foil autant qu'on peut pour minimiser la traînée, mais sans faire de sortie d'eau qui entraîne le plus souvent des chutes. On va pouvoir aussi reculer son pied avant et ou avancer son pied arrière. C'est un peu la base, de centrer les poids et de resserrer les pieds, ça permet de dépenser moins d'énergie. Alors sauf quand on arrive en limite de contrôle en vitesse, alors à ce moment-là on réécarte. Souvent, si on reste dans la position de pied du décollage, au bout d'un moment, on finit par avoir mal à la jambe arrière. Donc pour éviter ça, je le disais, reculer le pied avant pour resserrer les pieds, ça aide à équilibrer les appuis et à faire moins travailler la jambe arrière pour remonter et aussi à moins rider les jambes fléchies. Donc dans ce cas-là, le pumping est moins énergivore, alors on a un peu moins de contrôle dans les grosses accélérations, mais voilà, je le disais aussi, il faut apprendre à bouger les pieds pour s'adapter. Et en bonus, en fait, cette position avec le pied avant un peu plus reculé et puis voilà, ça aide à voler naturellement quelques centimètres plus haut, parce que du coup, ça me soulever un peu plus. Donc, en fait, c'est bon, ça glisse mieux, en fait, tout va bien ensemble. Donc, globalement, bouger les pieds de temps en temps, c'est aussi un bon conseil pour changer la manière dont les muscles travaillent. Et en fait, ça paye sur la durée par rapport aux douleurs qu'on peut avoir. Là, je parle vraiment sur des longs vols. Ensuite, il y a le côté trajectoire. Alors, dans ce domaine, quels conseils je peux vous donner ? Alors peut-être le premier, ça va être de, en fait, la plupart du temps, prendre les bumps en travers et en fait chercher à rester haut sur ce bump le plus longtemps possible et utiliser la moindre pente des vagues et surtout de ne pas aller dans le creux, ou en tout cas pas rester dans le creux au milieu. Si on a assez de vitesse, on peut passer dans un creux et repasser par-dessus une bosse, ça arrive. Si on se trouve dans le creux et qu'on n'a pas la vitesse pour doubler la vague de devant, il faut surtout aller sur le côté ou voire même un peu derrière pour retrouver de la pente. Ça, c'est le cutback du downwinder, c'est d'aller chercher l'énergie par l'arrière et non par l'avant. C'est la façon la plus sûre de conserver son vol. Si on ne peut pas doubler, en fait, on va chercher derrière. Il ne faut pas chercher à doubler les bumps quand on sent qu'on ralentit. Et donc, c'est vraiment la situation dans laquelle il faut privilégier entre guillemets, le cutback, c'est-à-dire d'aller un peu sur le côté ou sur l'arrière pour chercher la pente. Donc quand on sent que ça va vraiment accélérer aussi, un autre conseil, ça va être d'avancer ou de ravancer le pied avant et de fléchir les jambes. Ça, c'est pour augmenter notre contrôle. Enfin, comment ne pas aborder le fameux dossier du pumping? Alors j'aurai certainement l'occasion de dédier une vidéo à ce thème, mais voici quand même les grandes lignes. Parce que pour moi, en fait déjà, il y a deux types de pumping. Déjà, il y a celui pour accélérer dans une descente. Donc là, il va surtout s'agir de mettre de l'appui devant. En fait, ça remonte tout seul avec la vitesse qui fait augmenter le lift. Et puis après, il y a l'autre type de pumping, c'est celui pour traverser une zone en glidant au max. Alors celui-là, il va s'apparenter un peu plus au pumping du dog start ou je sais pas trop quoi, ou du flat start en stand-up paddle. Et donc là, l'idée, ça va être d'appuyer sur la jambe avant en gainant, puis en fait, surtout, d'alléger le corps au max en donnant une petite impulsion de jambe arrière et en levant le talon arrière pour remonter sur le mât.
Et j'insiste hein, sur ce second type de pumping, celui vraiment pour glider. C'est presque l'allègement tonique qui est le plus important face à l'appui avant qui permet de reprendre de la vitesse. Donc attention aussi à faire osciller la planche le moins possible pour autant, parce que en fait, plus on fait osciller la planche et donc le foil, en fait, plus finalement on fait de chemin, puisqu'il n'y a pas que les deux dimensions de la surface de l'eau, d'ailleurs qui n'est pas plane, hein, mais si on fait plus de chemin comme ça, forcément on va aussi potentiellement aller un peu moins vite vers son objectif. Allez, en bonus, je vous laisse encore 3 conseils. Donc, pour voler loin et moins fatigué, il y a un enjeu énorme d'élimination des mouvements de pumping inutiles. Donc pour ça, il faut bien connaître la plage basse de son foil, prendre conscience de ces mouvements inutiles qu'on a tendance à faire, se détendre, parce que souvent on les fait parce qu'on est stressé et peur de perdre le vol ou de ralentir, avoir confiance en soi, en ses capacités, et aussi évidemment bien lire l'évolution des bumps pour ne pas se faire piéger dans un endroit où on n'aura plus d'énergie. L'autre truc, ça va être d'apprendre aussi à ramer en vol et éventuellement même ramer en pompant aussi en même temps, même si c'est extrêmement énergivore et que ça demande de la synchronisation. Mais par contre, ça sauve quand même beaucoup de situations. Et puis enfin, le dog start et le flat start sont de bons entraînements pour le pumping et vous serviront certainement pour le downwind si vous le pratiquez. Pour aller plus loin, je te recommande les vidéos qui te sont proposées à l'écran. Avant de partir, laisse-moi un commentaire, un like et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, bye bye!